Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur qui est lu, qui est vu, qui est entendu par la rédaction d'Uzbek Erika. Alors oui, je sais, on a fait notre rentrée dans vos oreilles seulement fin septembre, alors que les douces canicules estivales ont laissé place à la grisaille pluvieuse. C'est un peu tardif, et en tout cas, c'est un peu tardif si on en croit les quelques fidèles auditrices et auditeurs qui, ces derniers jours, sont venus aux nouvelles à coups de très gentils messages pour savoir si leur podcast favori allait bientôt revenir. Qu'ils se rassurent, cette fois la rédaction d'Uzbek Erika est bel et bien de retour derrière le mic. Et ce long silence n'était pas dû à un excès de glandouille, mais bien à de terribles tempêtes de cerveau pour vous concocter une nouvelle saison de podcast plus dense, plus variée. Teasing, je n'en dis pas plus pour le moment. Vous allez découvrir ça petit à petit au cours des prochaines semaines. Trêve de blabla, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos moutons électriques, puisque pour ce premier podcast de la rentrée, la rédaction d'Uzbek Erika s'est penchée sur l'actualité culturelle du futur. Alors on ne va pas parler de Philippe Cadic et de ses moutons électriques aujourd'hui. Désolé pour les dickiens, comme on les appelle, les fans de Philippe Cadic. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, on ne parlera pas du tout de littérature aujourd'hui, pas seulement de Cadic, mais pas du tout de fiction et de roman. C'est comme ça. Et ouais, on a déjà fait tout un dossier cet été dans notre magazine sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez encore le trouver en kiosque ou sur notre site pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc, pas de littérature au programme. Aujourd'hui, le menu, il est simple. 4 chapitres, du cinéma, de la bande dessinée, des séries et des expos, des expositions. Petit rappel des règles du jeu de cet épisode. Pour chacun des formats dont je viens de parler, on vous a préparé un duel entre deux fines lames journalistiques. Chacun des duellistes aura 30 secondes pour pitcher, et oui, pitcher en mode start-up, l'œuvre de son choix, et 1 minute pour nous donner quelques bonnes raisons de ne surtout pas passer à côté de cette œuvre. Pareil pour son adversaire, et c'est une tierce personne de la rédaction, dont on s'est assuré au préalable qu'elle n'a pas lu ni vu les œuvres en question, qui rendra son verdict pour nous dire laquelle des deux œuvres le tente ou la tente le plus. Tout ça, évidemment, en toute objectivité, sans aucun présupposé idéologique. Vous nous connaissez un petit peu maintenant. Attention quand même, tous ces verdicts n'ont aucune valeur, si ce n'est de vous donner envie d'aller vous-même en salle, en librairie ou dans les musées pour explorer le futur et vous forger votre propre opinion. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Je me tourne vers la rédaction d'Uzbek Erika. Annabelle. Ouais. Annabelle Laurent qui est autour de la table. Vincent Louquet qui est autour de la table. Je dirais chaud patate. Chaud patate. Tout à fait. Romane Munier également autour Toujours de la table. motivé. Bon, super. Eh bien, Annabelle, Romane, Vincent et moi-même, j'ai envie de dire, je suis prêt aussi. Sachez-le. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, bam, c'est parti. 7e art, cinéma, avec un duel d'une actualité brûlante entre deux films qui viennent tout juste de sortir en salle. Ad Astra, le nouveau long métrage de James Gray, avec Brad Pitt et plein de fusées dedans. Et puis Bacurau, un film d'anticipation brésilien de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornel. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais j'ai essayé. On sent le plaisir quand tu le dis en tout cas. Oui, c'est mon petit kiff, les accents brésiliens, entre autres. Vincent, je te laisse la main. Tu vas nous parler donc du nouveau James Gray. Attention, top, c'est parti. Alors, dans un futur proche, Rock McBride est un astronaute qui vit dans l'ombre de son père disparu, lui-même astronaute pionnier qui dirigea le premier équipage humain à atteindre la lointaine Neptune. Mais lorsque de puissantes vagues d'antimatière provenant de Neptune menacent de ravager la Terre, on soupçonne cet équipage d'être encore vivant et d'être à l'origine de la menace. Rock McBride va donc entreprendre un long périple à travers le système solaire pour retrouver son père et tenter d'empêcher la catastrophe. Très très beau timing, bravo, 30 secondes, c'était dense, mais c'était intense. Je suis dans les temps. Alors, pourquoi il faut aller voir ce film ? Eh bien, d'abord parce que Brad Pitt. Alors non, je ne suis pas une groupie, mais la prestation de l'acteur est remarquable. Le film est centré de A à Z sur son personnage, souvent seul, souvent en gros plan, peut-être un peu trop même, mais Brad Pitt a le mérite de ne jamais surjouer et d'incarner un Roy McBride tout en finesse. Mais surtout, plus que l'intrigue très oedipienne et sans grande originalité, allez voir Ad Astra pour ses images éblouissantes et ses plans grandioses. Si vous aviez été bluffé par le gigantisme du trou noir dans Interstellar, vous allez adorer les panoramas planétaires du film de James Gray. De vastes plaines style
style Far West futuriste sur la Lune, au long couloir monochrome sur la colonie martienne, qui rappelle un peu l'esthétique de Blade Runner 2049, on se laisse porter avec plaisir par le rythme lent et contemplatif d'Ad Astra. C'est pas tant une question de rigueur scientifique qui laisse un peu à désirer parfois, mais on a la chance de survoler Jupiter et de traverser les anneaux de Neptune avec Brad Pitt et la balade Vol des Tours. Pas mal du tout. Assez convaincant, je dois avouer. Tu pars avec moi vers Neptune. Je sais Blaise, pas, c'est moi l'arbitre, donc je veux pas non plus trop en dire sur mon opinion. En tout cas, je t'ai écouté attentivement. C'est maintenant Annabelle qui a profité, je crois, d'une projection presse en tant que journaliste pour aller voir dénonce comme ça, Bacurau en avant-première. Bah oui, ça sort mercredi. Très Podcast bien. le mardi. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Voilà. Ça sort donc cette semaine, ce mercredi, et c'est parti. De quoi ça parle ? Bacurau, c'est l'histoire d'un village situé dans une région très pauvre du Brésil. Ses habitants sont privés d'eau depuis qu'un barrage a été mis en place par un préfet véreux. Et surtout, Bacurau semble avoir été rayé des cartes satellites. Un message l'indique au début du film, l'intrigue se passe dans quelques années et on aperçoit bientôt aux abords du village un étrange drone en forme de soucoupe volante. Premier signe d'une attaque imminente qui va transformer le film en un western ultra sanglant. Wow, ça finit de manière teasing. Très bien. Et alors pourquoi il faut aller voir Bacurau ? C'est un film hybride et très surprenant. C'est un slasher movie, du nom de ces films, avec un tueur masqué qui enchaîne les victimes. C'est un western qui soigne ses héros, extrêmement charismatique. Et c'est un film de science-fiction, sinon on n'en parlerait pas. Le futur n'est matérialisé que par endroits, via un drone, quelques puces et oreillettes. Mais c'est un film qui nous parle de confiscation des ressources naturelles, de corruption et de lutte, ce qui est précieux à l'heure de Bolsonaro. Qui nous parle aussi d'ultra-violence, de réel et de virtuel ou de la perte du lien social. Les réalisateurs, dont l'un s'est fait connaître avec Aquarius, ont eu l'idée il y a 10 ans. Et pour celui-ci, ils ont décroché le prix du jury à Cannes. Je sais que tu es très sensible au choix des jurys cannois. Objection. Tu viens de voir le Tarantino, tu es déjà en manque, tu as aimé Parasite et tu cherches une nouvelle fable sociale explosive. Tu as une meilleure tolérance à la violence que moi, ce qui te permettra d'apprécier la beauté du film. C'est le succès assuré. C'était évidemment un tu qui s'adressait à nos auditeurs. Absolument. Qui n'était pas du tout ciblé et adressé à l'arbitre de ce duel. Merci Annabelle. Alors Bacurau ou Ad Astra, c'est donc moi qui dois trancher dans le vif. Déjà, je vais botter en touche, je vais dire que je vais voir les deux parce que je vais me débrouiller pour voir les deux. Mais je vais choisir, attention suspense, Bacurau. Pourquoi ? Pour deux raisons. Alors une que tu as évoquée. Je me suis tapé 2h45 de Brad Pitt il n'y a pas longtemps avec Il était une fois à Hollywood, l'excellent film de Tarantino. C'est un risque de surdose. De Brad Et Pitt, oui, et en fait, voir Brad Pitt en home de notre site, sur toutes les affiches, partout dans le métro, ça m'a un petit peu écœuré de Brad Pitt. Voilà, donc j'attendrai peut-être un petit peu pour voir Ad Astra. J'entends l'argument. Et donc c'est totalement subjectif comme argument. Et l'autre, c'est que j'aime bien les westerns. Voilà, je suis friand, sachez-le, de western. Je vous conseille d'ailleurs la série Deadwood qui est géniale. J'avais pourtant noté l'expression western futuriste dans ma présentation aussi. Tout à fait. Mais ça n'a pas suffi. Je l'ai entendu, mais ça a l'air moins collé au code du western que Bacurau. Donc voilà, j'essaie de trouver des arguments un peu superficiels, mais je tranche en faveur de Bacurau. Et c'est ultra violent, je précise pour nos auditeurs et auditrices. S'il y a des âmes sensibles, c'est assez vénère. C'est très très trash. Ok, donc voilà. faut prendre son sac à vomi, quoi. Ouais, non, faut être d'humeur, quoi. Voilà. D'humeur super trash. Mais les gens étaient réjouis à la sortie du film, donc ça avait l'air de leur aller tout à fait. Donc voilà, c'est une question de goût, mais si vous avez un peu de mal. Mais violent type Tarantino ou type réaliste trash ? Tarantino, ouais. Bon, violent rigolo, quoi. Un petit mélange Tarantino, Westworld. Ouais. Il y a du... Et ça name drop, Bah oui. Ça name drop. Non, mais avertissement, franchement. Allez, Bacurau vainqueur. On passe à la deuxième partie de notre rendez-vous Culture Fu avec la bande dessinée. Et oui, c'est pas tout, à chaque fois qu'on parle de bande dessinée, mais il y a une grosse rentrée bande dessinée du côté du futur avec deux épisodes deux albums qu'on a choisi d'évoquer aujourd'hui. Le premier s'appelle Humain. Il est l'œuvre de Diego Agrimbao et Lucas Varela, un binôme d'auteurs argentins.
mon accent argentin est beaucoup moins bien. Enfin, espagnol, Beaucoup trop italien. Beaucoup moins bien, beaucoup trop italien, complètement foiré par rapport au brésilien. Et l'autre album, c'est Préférence Système du français Hugo Bienvenu, duel qui va être arbitré par son éminence, donc Annabelle Laurent, qui sort d'une victoire pendant ce premier épisode. Oui. Donc, non, c'est pas le moment de se détendre, il faut écouter attentivement. Et voilà, c'est moi qui vous présenterai Hugo Bienvenu et son album Préférence Système. Et on commence tout de suite donc avec Romane pour l'album Humain. Alors BD, l'humain, elle nous plonge dans l'année 500 000. L'humanité a disparu depuis des milliers d'années sur Terre. Et on a 2 scientifiques, Robert et June, qui sont mariés, qui sont restés en observation en orbite autour de la Terre jusqu'à ce qu'elle redevienne habitable. Et un jour, lorsqu'ils décident d'y retourner avec une équipe de robots très intelligents, ils se retrouvent séparés. Il y en a un qui crache à un autre endroit. Et donc Robert va tout faire pour retrouver sa femme à travers les forêts peuplées de créatures grotesques et de primates étranges. Chaud. Joli pitch. Sur le gong. Sur le gong, parfait. Alors pourquoi il faut aller en l'an 500 000 pour lire cet Découvrir album cette BD. Alors d'abord parce que cette BD, elle semble vouloir réinventer Adam et Ève. En fait, on donne l'opportunité à 2 personnages principaux que sont Robert et son robot intelligent Alpha de réfléchir sur leur présence dans ce nouvel écosystème. En fait, la Terre a commencé un nouveau cycle sans humains, avec des primates qui sont intelligents mais qui ont gardé un habitat arboricole. Toute trace humaine semble avoir été complètement effacée. Alors, est-ce que ces 2 scientifiques vont vraiment savoir recommencer sans renouveler les erreurs du passé ? C'est la question. En tout cas, la BD se lit facilement, elle est drôle, elle est pinçante. Elle n'est pas juste post-apocalyptique comme on peut en avoir beaucoup de BD comme celle-ci. Elle esquisse en fait avec douceur une critique de notre système de pensée, tout en nous entraînant au plus profond du monde sauvage et de la folie humaine. Waouh. Gestion du timing parfaite, clarté du propos. Tu mets la barre très haut. Très bien. Bon. Alors, à moi, c'est parti. Alors, Préférence Système, c'est le 3e album d'Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu qui a 30 ans, auteur-dessinateur qui nous emmène cette fois en 2055, donc un peu plus près dans le futur. La masse de données produites par l'humanité est devenue trop volumineuse. Des archivistes doivent faire le tri entre les datas qu'il faut conserver et celles qu'il faut éliminer. Et Yves, l'un d'entre eux, sauvegarde clandestinement certaines informations dans la mémoire de Mickey, son robot domestique. Mais son robot domestique porte littéralement le bébé d'Yves et de son épouse. Il y a un truc surnaturel sur la gestion du timing là. Tout le monde. C'est un peu magique. Bon. Alors, on faut avouer quand même qu'on a 7 chronos sous les yeux. Enfin, il y a beaucoup de smartphones. Il n'y en a qu'un qui tourne, mais oui, on triche un peu quand même. On ne fait pas ça au feeling, quoi. Il faut un peu être honnête. Mais quand même, c'est quand même une belle prestation. Pour l'instant, oui. Bien, pour l'instant. Mais c'est là que ça va déborder. C'est quand je vais devoir justifier pourquoi il faut voir Préférence Système. Pourquoi c'est parti. Alors, déjà, Préférence Système, oubliez ce titre à la mort moelle-neu. Clairement, le titre le moins sexy de l'histoire de la bande dessinée, Préférence Système. Laissez-vous tenter plutôt par la promesse de la couverture de l'album qui nous montre Mickey, ce superbe nanny-bot qui caresse son ventre transparent dans lequel il porte le bébé du couple d'humains pour lequel il travaille. La GPA par les machines, fallait y penser. Hugo Bienvenu l'a fait. C'est pas du tout politique, c'est juste une trouvaille scénaristique assez géniale. Il tombe jamais dans les clichés habituels sur la relation homme-machine. Et en fait, cet album, c'est l'histoire d'un robot qui va malgré lui sauver la beauté de l'humanité. Tout simplement, je vous laisse découvrir ce qu'il met lui derrière le terme beauté de l'humanité. C'est très pédago, toujours très pédago sur la partie un peu machine et robot. Il cultive une veine esthétique un peu rétro avec des combinaisons moulantes colorées, des grosses lunettes futuristes. C'est un peu 70s. On pense à SOS Bonheur, à des BD comme ça dans l'esthétique. Et puis il a des citations géniales sur le futur comme cette dernière citation. Nous sommes construits par les histoires et nous serons effacés par les données. Joli. Bon timing aussi. Ouais. Un peu post-gong quand même pour le dernier mot, mais il y avait encore le ça gong passe. qui résonnait, ça Ouais. passe. Alors, Anna, Je sais pas. J'ai bien envie. tu n'oublies pas ce qui s'est passé il y a quelques minutes quand même, sur le verdict Cette influence du précédent. totalement C'est malhonnête. C'est malhonnête. Déjà, par rapport à ce que tu dis sur le titre pourri, je dois dire que celui de la BD de Romane est également pourri. Bien pourri. Donc, que C'est pas très se passe-t-il imaginatif. chez Humain les ou BD humain. C'est la catégorie BD Ouais, à ils sont titre très pourri. fous. Et- Ouais. Donc voilà, qui ne va pas m'aider à trancher. Certes. Ensuite, le pitch de cette histoire de données me fait un peu penser à Enki Bilal,
avec son histoire de bug. C'est mieux. C'est plus original. Du coup, je me dirais, j'ai C'est peut-être plus malin. envie de lire quelque chose de différent, mais cette histoire de Nanny Bot, c'est ça? Ouais, le Nannybot, Mickey, il est très très beau et très touchant. Ouais, Il communique avec les oiseaux en disant cuicui, c'est trop bien. ça m'intrigue T'as quand même beaucoup des en arguments en fait. plus qui sont un petit peu hors Ouais. délai là. Et je profite J'ai pas le temps Ouais. de défendre de autant. mon J'ai statut pas- d'animation. J'ai pas entendu. Pardon. En fait, je suis très intriguée. Donc, je crois que je vais choisir préférence système pour ça. Mais je vais quand même lire l'autre. Donc, voilà. On est vraiment Bah, des arbitres un peu mous. C'est un arbitrage, voilà, c'est Voilà. entendu. Donc, Très bien, préférence une système. Nannybot, mais... Alors, je vais être honnête, lisez les deux. Moi, j'ai lu aussi la BD Bien. des Argentins, que je trouve pas du tout drôle. Alors, je suis très surpris. J'aimerais Ah bien ouais que tu Ah bon m'expliques aussi. Ah ouais, j'ai trouvé des petits passages assez rigolos entre les robots qui savent pas comment ils s'appellent. C'est surtout Enfin- très très glauque quand même. Enfin, ça va très Oui. loin dans le glauquissime, quoi. Mais Roman Mais- a un humour Ah. glauque en fait, c'est pour ça. Ouais. Non, c'est gratiné. Tu savais que tu m'avais en arbitre et du coup... Ouais, il fallait que je place le mot humour, cynisme, et du coup, je Non, les ai mais tous pour mis, dire, ça a pas c'est marché. pas que post-apocalyptique. Oui. Ouais, voilà. Mais en fait, ça l'est, n'a pas c'est ça. marché. Merde. Bah, ça l'est forcément, mais Ouais. c'est Bon, pas deux- le propos. Ok. pas Deux le albums propos à central. lire, 2055 et l'an 500 000. Voilà, tout simplement. Pourquoi pas le futur proche, le C'est futur encore à moi? très très lointain. Alors là, maintenant, c'est le 3e chapitre. Et oui, et c'est l'heure des J'avais séries. oublié. Ah. Ah oui. Eh oui, Série Mania, c'est maintenant. 3e chapitre de ce podcast, avec en perspective un duel totalement improbable entre une fiction française d'anticipation politique de Canal+, Les Sauvages, avec Roche Dizem dans le premier rôle, et de l'autre côté, la 3e saison, en attendant la 4e, d'un grand classique du space opéra, The Expanse. Donc là, on est vraiment aux antipodes. Ouais. Donc bon courage, cher chambellan, grand chambellan Vincent Louquez. C'est moi, tout à fait. Grand arbitre de ce duel What the fuck. Et c'est Annabelle qui va commencer en nous parlant donc des Sauvages. Ider Chaouch s'apprête à être le premier président français d'origine algérienne. Sa campagne a été dirigée par sa fille Jasmine, qui est en couple avec l'acteur star d'une série à succès, Fouad Nérouche. Le jour de l'élection, Fouad Nérouche laisse son petit cousin s'approcher du président et le petit cousin tire sur le président. Tout indique que le frère de Fouad, en prison pour appel à la haine, est impliqué. Fouad rejoint alors sa famille dans la cité de Saint-Étienne où il a grandi et décide d'y jouer l'infiltré. 13-3 secondes si tu C'est veux. déjà intriguant. Ouais. Vous avez compris ou pas? Fouad est au cœur de l'intrigue. C'est Saint-Étienne. Cool. Alors, pourquoi il faut voir les Sauvages? Alors, déjà parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir une série française sous forme de thriller d'anticipation politique. Ça aurait pu être raté, bien sûr, mais ça ne l'est pas. L'anticipation permet d'interroger les représentations, celles qu'on peut avoir sur un président d'abord. On pense à David Palmer, le président noir élu dans 24 heures chrono, 6 ans avant Barack Obama. La série nous parle surtout de l'identité franco-algérienne au travers du destin des deux frères, Fouad l'acteur et son frère, pour qui les musulmans sont en France victimes de racisme d'État. La série est adaptée des romans de Sabri Louata, qui s'est associée à Rebecca Zlotowski pour ses 6 épisodes. J'en ai vu la moitié. Assez pour voir se déployer une fresque familiale et politique vraiment haletante et portée par de bons comédiens et pas seulement Roche Dizem, le président. C'est une belle série Canal. Il faudra voir si elle se mesure avec le temps à Baron Noir ou au Bureau des légendes, le fameux BDL dont la saison 5 n'arrive qu'en 2020. Donc tu as tout le temps pour les Sauvages. Très bien. Parfait, très clair. Et J'ai donc, trouvé un point commun entre nos deux séries. Moi aussi, c'est un thriller d'anticipation politique. Ah, ouais. Alors vas-y. Ça essaie de- Ouais. Ça n'a pas convaincu. Alors The Expanse by Roman Munier. C'est parti. Alors, c'est une série qui a été rachetée par Amazon Prime à la plateforme Sci-Fi il y a 1 an. Donc la série The Expanse va s'offrir une saison 4 le 13 décembre. C'est pourquoi on en parle un petit peu aujourd'hui. On est un peu en décalé. Et on va même avoir une saison 5 puisqu'Amazon a décidé d'investir massivement dans cette série SF qui est adaptée de la saga littéraire du même nom. Alors je rappelle simplement le point de départ de la série. Un détective qui habite sur la ceinture d'astéroïdes qui cherche à découvrir ce qui est arrivé à la fiche d'un riche industriel. Saison après saison, la série est devenue plus ambitieuse. Combats spatiaux, jeux diplomatiques entre les gouverneurs de Mars et de la Terre, découverte d'une protomolécule. Et la saison YOLO 3 nous surprend total. encore. qu'est-ce qui se passe 9 là? secondes et ça tourne et ça Je tourne. me, ça permets continue. je me permettrai d'en tenir compte dans mon jugement. On va être sympa, on va dire qu'on Je t'a peux faire donné plus court dans la 1 minute qui suit. nos fameuses secondes de rab. Voilà, on te les a données, c'est crédit. c'est Normalement, cadeau. tu termines sur Non, mais combat t'as- spa.
Donc, Spatiaux. ça Pour être totalement sport, tu as été handicapé par la précision sur la temporalité de la série. Donc, ça peut vrai. aussi entrer en jeu. C'est vrai, il y avait une information supplémentaire. Ouais. c'est vrai. Alors, une Trop minute sympa. sur pourquoi il faut voir The Expanse. Alors pourquoi ? Parce que pour les fans de space opera, la série The Expanse c'est une petite merveille. On est projeté dans le futur, 200 ans environ plus tard, et les humains ont colonisé tout le système solaire. On a 3 grandes forces qui s'opposent, la Terre, dont les ressources sont asséchées, Mars, qui est une planète indépendante et riche, mais qui veut se verdir, et on a aussi la ceinture d'astéroïdes, où s'entasse un peuple miséreux et surexploité. Alors on y suit les aventures, en tout cas les mésaventures plutôt de James Holden, un bandit moderne, un héros torturé, toujours prêt à sauver le monde. Et toujours Chris Avasarala, une politicienne terrienne qui veut éviter la guerre entre Mars et la Terre. Alors la découverte d'une présence extraterrestre va aussi redéfinir les rapports entre martiens, terriens et ceinturiens. Et c'est donc un vrai polar noir aux accents sociaux, avec des personnages très attachants, des effets spéciaux plutôt réussis et un véritable scénario d'anticipation politique. Donc filez découvrir cette saison avant la prochaine. Grand chambellan. Oui, c'est compliqué. Don Lucchese doit trancher. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, ces deux séries n'ont rien à voir. Et space opéra ou Ouais. anticipation ultra réaliste? Mais du coup, il faut mater les 3 premières pour The Expanse. Bah ouais. C'est vrai, ouais. Aïe, Non, t'as le temps, t'as pas beaucoup de temps en ce moment, Ah. Vincent, non Ouais, alors Peut-être malheureusement, une mini-série de mais 6 j'ai- épisodes. Et ça pourrait beaucoup t'inspirer pour ton Le podcast. temps de tu parole, sais. votre temps de parole est écoulé. Non, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être plus original dans la série Canal+, parce que The Expanse, effectivement, comme c'est pas la première saison, c'est moins inédit. Et j'ai été touché par l'argument, il faut bien le dire, Annabelle sait me mener par les sentiments. Le savoir-faire bout du nez de- aussi. par le truc. Non. Le bout du nez, c'est son truc. L'anticipation politique est peut-être plus originale chez Ouzbek que l'anticipation space opéra dans nos imaginaires. Et puis le côté président d'origine algérienne est assez intrigante et casse-gueule, pour le dire clairement. Donc si le défi est C'est relevé vrai. de belle façon, ça donne envie de creuser la question, quoi. Yes. C'est vrai, une belle série. Ça serait bien que ce soit une belle série politique, un peu un West À la Wing à la part. française. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que Baron Noir était très réussi à Ouais. ce niveau-là, donc voilà, ça donne envie de creuser. Désolé, Roro. J'ai perdu tous mes duels. Alors, Ça y est. à ta décharge, tu as pris un album un peu casse-gueule. Je me serais bien vrai. gardé de défendre. Et il y a le J'aime fait les de défendre causes une perdues. saison 3. Quoi, Bah, qui est- c'est ça, qui est- c'est que j'avais vu la saison Ouais. 1 moi de The Expanse et du coup la motivation pour voir la suite n'est pas. Ah, tu t'es arrêté à la première saison. Oh là Ouais, là ouais, là, voilà. c'est là qu'on découvre qu'il y a Ah des ouais. failles dans nos règlements. J'avais C'est déjà que cette été un petit histoire. peu. Oh là 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 là. Mais bon, Influencé. Je crois qu'il faut passer au dernier chapitre de notre podcast. Déjà, on va parler un peu exposition avec un duel assez, encore une fois, assez improbable et difficile à arbitrer. Roman, tu vas pouvoir te venger Ouais. de ces échecs Retentissant. dans le rôle d'arbitre, puisque c'est toi qui vas arbitrer ce duel d'expo, qui va opposer donc d'un côté l'exposition science-fiction que j'ai eu la chance de voir il y a quelques heures, organisée aux Arts et Métiers pour rendre hommage à l'univers souvent fantastique et science-fictionnel des héros de BD Blake et Mortimer. Et puis de l'autre côté, l'exposition Nous les arbres, qui a fait beaucoup parler d'elle, à découvrir jusqu'en novembre, je crois. Jusqu'au 10 novembre. Jusqu'au 10 novembre, voilà, du côté de la Fondation Cartier à Paris. Donc Roman dans le rôle de l'arbitre, et c'est moi donc qui vais m'y coller sur Scientifiction. Alors il faut aller voir Scientifiction, qui est une expo qui fait dialoguer donc la BD Blake et Mortimer, fameuse BD du dessinateur belge Edgar P. Jacobs, avec les objets extraordinaires des archives et des collections du musée des Arts et Métiers, autour d'un même dénominateur commun qui est tout simplement la science. Voilà, donc ce dialogue entre objets et planches, avec plein de planches inédites, plus d'une centaine, à découvrir donc jusqu'au 5 janvier 2020 aux Arts et Métiers à Paris. Personne ne relève le fait que j'ai fait 30 secondes parfaites, donc pas je eu le me gong, permets hein. de le faire. À Paris, Ah, tu as bien. Paris, 30 secondes, voilà.
Et alors pourquoi pourquoi faut-il alors pourquoi l'avoir Eh bien pourquoi ? Parce que donc il y a plus d'une centaine de planches d'originaux, des storyboards donc d'Edgar P. Jacobs qui vont être dévoilés en 2 temps en fait jusqu'au début octobre. Il y a une première série de 60 planches et puis elles vont être remplacées par une autre série de 60 planches inédites, donc on peut y retourner. Donc on découvre un peu tout l'aspect SF de Blake et Mortimer qui n'est pas forcément le plus mis en avant, et ça a été organisé autour de 4 éléments: l'eau, l'air, la terre, le feu. Je cite Edgar P. Jacobs: plus que la SF, c'est l'inexplicable présent qui m'intéresse. Cette zone inexplorée où tant de phénomènes surnaturels ou paranormaux attendent d'être décryptés, comme le furent l'électricité, le magnétisme ou la radioactivité avant eux. Donc Jacobs, on découvre que c'était un inventeur génial aussi qui modélisait ses créations avant de les dessiner et de les figer sur papier, maniaque dans son travail. Et puis que ses albums ont anticipé plein de crises contemporaines, comme des sujets autour de la manipulation du climat. Et puis il y a plein d'objets incroyables, comme l'ampoule à cathode pour radioscope explorateur, le turbogénérateur de bord d'avion, le taxiphone à pièces de monnaie et le parleur microphonique. Voilà, donc il y a plein de trucs improbables à découvrir dans cette expo. Allez, ça passe, j'accepte. On va tolérer. J'ai un peu débordé. Un poil. Alors, nous, les arbres. Nous, les arbres. Le monde végétal représente plus de 82% de la biomasse terrestre contre 0,01% pour les humains. Alors c'est à partir de ce constat que l'exposition explore les liens qui nous lient à ces arbres omniprésents. On découvre les représentations artistiques des arbres, des œuvres contemporaines occidentales aux œuvres des populations indigènes vivant au cœur des forêts. Les travaux des peintres, architectes, botanistes et photographes sont aussi accompagnés de témoignages d'individus sur les relations intimes qu'ils nouent avec les arbres près de chez eux, et de vidéos présentant les dernières avancées scientifiques sur la passionnante intelligence des arbres. Et donc cette expo est d'abord un très beau requiem pour les arbres. On ressent avec force dès la première salle la beauté primitive et essentielle de ces arbres, leur majesté et leur fragilité. Les dessins réalisés par les communautés indigènes comme les Nivaclés ou les Guarani au Paraguay ou les Yanomami au Brésil sont un hommage, presque une accusation, à un recensement d'un patrimoine universel en train de dépérir. Plus près de chez nous, dans un film réalisé par Raymond Depardon et Claudine Nogaret, des Français anonymes livrent de très touchants témoignages sur le rôle de confident, de repère ou tout simplement la tendresse qui relie ces villageois à leurs arbres, à des noyers, des chênes verts, un platane ou un cyprès. La dimension scientifique vaut aussi le détour, toujours en vidéo, avec un chercheur qui nous explique la révolution végétale en cours. On commence à comprendre que les arbres communiquent, ont leur propre dialecte suivant les régions, une sensibilité, une résilience, et qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Car parler des arbres, c'est aussi parler des hommes. Nous ne serions pas grand-chose sans ce maillon essentiel de la vie qui nous a vu naître et qui nous verra sûrement mourir. On ressort avec la conviction, comme disait Brassens, qu'on n'aurait jamais dû nous éloigner de nos arbres. On ressort surtout avec la conviction qu'on va mourir, non ? Ah, j'ai trop cassé. C'est les 5 dernières secondes qui t'ont mis dedans. Alors, pourtant Roman... j'ai fait une chute sur Brassens, mais du coup j'ai un peu sabré. C'est dommage. Tu l'as préchuté, quoi. Ouais. Il y a une double chute. J'aurais dû la mettre en valeur. Bah, évidemment. J'ai quand même entendu celle sur Brassens. Alors, Roman, arbitre. Eh ben, je pense que je suis plus convaincue par l'exposition de Vincent. Désolée, Blaise. Alors, ça n'est pas l'exposition de Vincent. C'est l'exposition à laquelle Vincent a assisté. J'ai mis beaucoup de moi. Cela dit, j'aimerais beaucoup assister à l'exposition de Vincent. Il y aurait beaucoup de trucs bizarres. On se marrerait bien. Beaucoup de trucs horribles. Bon, alors l'exposition que tu présentes sur les arbres, justement, parce que je trouve que c'est une exposition qui a un angle assez original. Étudier le rapport entre les hommes et les arbres, je trouve ça assez étonnant et assez enrichissant, notamment quand tu dis qu'on peut en apprendre davantage sur les dialectes différents entre les arbres en fonction de leur situation géographique. Je trouve ça assez cool. Ça m'empêche pas d'apprécier aussi l'exposition que tu es allé voir, mais que je trouve un peu plus vue. Pas sous l'angle de la BD, parce que ça c'est un peu plus original, mais c'est vrai qu'on prend toujours la science pour la décortiquer à travers des loupes différentes. Et je trouve que là, la thématique de Vincent est un peu plus poussée. J'entends. Alors maintenant que j'ai gagné, je me permets un bémol. C'est cher. Ce côté scientifique, ça se résume à une vidéo d'un scientifique qui est passionnant, mais on est devant un écran. Survendu, voilà. J'ai une question sur le film de Raymond Depardon. Ouais. Il était fait pour l'expo. D'accord. Voilà. Donc tu le mates tranquillou dans ta petite salle noire. Dans une salle très blanche, mais tout à fait. D'accord. Ouais. Et ça a l'air cool. Il y a beaucoup de vidéos différentes dans cette expo, c'est marrant. Est-ce qu'il profite du coup, parce qu'il me semble que la Fondation Cartier, il y a un beau jardin tout autour. Alors j'y suis allé, il pleuvait, donc je ne suis pas allé, mais effectivement dans le jardin, il y a aussi plein d'arbres du coup, et avec des QR codes et des trucs qui expliquent ce qu'on voit. Ah, c'est chouette. Des arbres avec des QR codes. Ouais, c'est une nouvelle espèce. C'est le futur, ça. Donc oui, tout à fait, le jardin fait partie de l'exposition. Ouais. Ah, cool.
Et Voilà. moi, je profite d'avoir perdu pour dire quand même qu'il faut quand même passer aux arts et métiers, parce que d'abord, c'est un magnifique musée, et que là, la scéno en fait, de l'expo est très belle. Il y a des espèces de petites micro-rideaux, planches de papier. C'est très obscur, en fait, et l'éclairage est incroyable, très tamisé. Et puis, en fait, il y a une soufflerie qui fait balancer les feuilles de papier au plafond, ce qui fait que ça fait des ombres. C'est très joli, des ombres sur les planches. Et ce musée est toujours incroyable. Ah, il est incroyable. Puis alors, si vous aimez les boiseries, l'ambiance vieille bibliothèque, un peu Jules Verne sur les bords, là, c'est magnifique. Notre podcast touche presque à sa fin. Et on va finir en s'extirpant un peu de l'actualité chaude, mais en restant dans la culture qu'on aime vraiment beaucoup, avec un petit tour de table des coups de cœur de la rédaction. Je vais demander à chacun d'entre vous de me donner juste une petite œuvre bonus, une œuvre sur laquelle il a eu un coup de cœur et qu'il recommanderait à nos auditrices, nos auditeurs. Pas de duel, hein, c'est juste un petit coup de cœur. Argumentation en 2 phrases, et c'est pas forcément estampillé Turfu. On commence avec Annabelle. Ouais. Non, mais j'avais un petit peu oublié cette question bonus, mais je vais vous recommander ma lecture de l'été, qui est un roman qui s'appelle L'art de la joie de Goliarda Sapienza, une Italienne qui a eu une vie assez incroyable, qui n'a pas eu la chance de voir son travail de 10 ans, L'art de la joie, être publié parce que tous les éditeurs l'ont refusé, ils en voulaient pas. Et donc, ça a été publié après sa mort. En France, c'est les éditions du Tripode qui l'ont publié. Donc, ça raconte l'histoire d'une femme qui est née en 1900, qui va traverser les 2 guerres mondiales. Et c'est un bouquin assez incroyable, très volumineux. Donc, il faut avoir du temps devant soi. Attendez les vacances de la Toussaint. Mais vraiment très, très beau. Et c'est l'histoire d'une femme libre, en fait, et de la Sicile qui traverse ces années qui sont tellement chargées d'histoire, quoi. Donc la lutte contre le fascisme, etc., etc. Enfin, c'est très très riche. Sapienza. Et elle s'appelle Goliarda ou Joliarda. Lucas, tu dis quoi? Joliarda ou Goliarda? J'ai pas envie de me prononcer. Ça dépend dans quelle province tu. J'ai pas l'orthographe sous les yeux. Je peux pas en Sicile ou parce qu'en Calabre c'est pas pareil. Goliarda Sapienza, l'art de la joie. Voilà. Ok. Vincent. Eh bien, moi non plus, j'avais pas tellement préparé cette question. Je sais, c'est pour ça que c'était pour garder le maximum de spontanéité. J'ai quand même vu un documentaire qui n'est pas récent, qui était sorti au cinéma, mais qui est sur Netflix en ce moment, qui s'appelle Jane, qui parle de Jane Goodale. Et qui est très bien. Alors, si vous voyez pas qui est cette femme qui est incroyable, c'est donc une primatologue effectivement qui est arrivée. Le film, le grand mérite du film, c'est de montrer énormément d'images d'archives de l'époque, donc années 60, il me semble, où elle est jeune et qu'elle arrive dans cette forêt primaire en Afrique. Et donc elle arrive sans diplôme, sans rien, en voyant une petite annonce d'un scientifique qui cherchait quelqu'un de très patient et qui n'avait pas de préjugés sur la question, donc qui ne soit pas dans du champ scientifique. Donc elle, sans diplôme, sans bagage, arrive et commence à observer les singes. Le but est d'observer les grands singes pour vérifier s'ils ont un comportement culturel et en fait c'est vraiment une pionnière qui est la première à montrer que les singes ont des tonnes de choses qu'on pensait être le propre de l'homme, et les images d'archives sont incroyables parce qu'elle invente vraiment des protocoles, elle invente comment est-ce qu'on peut se comporter à une époque où en fait la seule façon d'observer les animaux c'était en cage et dans les zoos, et elle pour la première fois elle va les observer dans leur milieu naturel et les images sont extrêmement touchantes. On voit des premières avec elle passe des semaines et des semaines accroupie dans les arbres pour se faire accepter des chimpanzés, et donc cette femme qui est encore aujourd'hui vivante et qui est encore très inspirante et qui continue à alerter sur l'érosion de la biodiversité et la protection de l'environnement. Elle nous raconte sa vie et c'est passionnant. Cool, Jane Goodall sur Netflix. Sur Netflix, Unfortunately, il faut avoir Netflix. Petite plateforme qui marche bien. Très bien. Romane, ton coup de cœur? Moi, c'est une série qui est très très récente qui s'appelle Undone, qui a été publiée sur Amazon Prime. Elle a été réalisée par Raphaël Bob Waksberg et Kate Purdy. Et en fait, ce qui fait que cette série, elle est très originale, c'est qu'elle est en animation. Donc, c'est des petits épisodes de 20 minutes, tout animés, avec des couleurs et une réalisation qui est vraiment magnifique, très belle. Et ça change vraiment des animés qu'on a pu voir sur Netflix ou autre. Et le pitch, c'est une jeune femme qui, suite à un accident de voiture, voit son père. En fait, elle a une vision, elle voit son père et elle arrive à discuter avec lui et à se rendre compte qu'elle peut modifier l'espace-temps. Donc, elle va
retourner dans son espace-temps pour découvrir pourquoi son père est mort. En fait, il serait pas mort de manière naturelle, mais il aurait peut-être été assassiné. Donc, elle va mener l'enquête dans différents espaces-temps. Elle va plier le temps. Ça s'appelle Undone, c'est ça ? C'est ça. Et c'est de l'animation. Sur Amazon Prime. Très bien. Petit instant promo plateforme. C'est ça. Et Ça compense avec Netflix. Amazon Voilà, il fait- Prime. Faut moi, qu'on parle. j'ai besoin pour regarder Fleabag. J'ai une autre plateforme qui marche bien, c'est Gallimard, la collection blanche. Ah. Moi aussi, je vous parlais de mon roman de l'été. On l'a interviewé d'ailleurs sur Uzbek Erika, sur le site. Une grosse interview. C'était une bonne rencontre avec Aurélien Bélanger, qui est un écrivain qu'on aime beaucoup chez Uzbek, parce qu'il fait des gros pavés qui explorent toujours un peu le futur à sa manière, ou plutôt la grande histoire, et le futur à travers le regard sur la grande histoire. Et là, c'est un titre magnifique qui s'appelle, on est loin de Préférence Système, ça s'appelle Le continent de la douceur. Donc, très beau titre pour parler de l'Europe et de l'histoire de la construction européenne à travers l'histoire d'un micro-État imaginaire qui s'appelle le Karst, du côté de l'Europe centrale. Et en fait, c'est une banquière qui va découvrir que le vrai pouvoir, finalement, c'est plutôt d'être la princesse d'un micro-État. Et comme son père vient du Karst, voilà, elle va changer de vie. Et en fait, on suit 2 personnages en parallèle. C'est assez extra. C'est toujours... c'est une grosse épopée, hein, c'est un pavé, mais je trouve mieux construit que les précédents romans de Bélanger. Et on suit vraiment 2 personnages, dont un qui incarne un peu les années 90 de la construction européenne heureuse, les années un peu Jacques Delors, avec les concours de nouvelles utopiques, où un jeune de chaque pays pouvait aller à Bruxelles dans le plus merveilleux des mondes. Donc c'est aussi un regard un peu rétro sur l'Europe pré-référendum constitutionnel de 2005. Voilà, et puis ça interroge aussi plein de trucs contemporains sur le populisme, sur la technocratie bruxelloise. Et c'est drôle, et puis il y a un personnage de quasi simili BHL qui est ridicule et grandiose aussi à sa manière. Donc voilà, lisez-le, c'est vraiment chouette. Le continent de la douceur, c'est Gallimard. Voilà. Et Tout simplement. Oui, une petite maison vénérable. Donc, c'est l'heure de se quitter déjà. C'était cool de vous. Ouais. Continue. Déjà. Ouais, on pourrait. Hein. On aimerait bien parler de bouquins et de séries, c'est cool. Merci à tous les 4. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, qui êtes fidèles au poste, ou plutôt fidèles à votre smartphone ou votre laptop, enfin le terminal technologique qui vous permet de nous écouter. Continuez d'ailleurs à nous écouter, à nous lire, à réagir, à nous donner des petits commentaires, et à très bientôt dans un futur proche. Salut.